On attend encore 2 minutes. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. On attend encore une petite minute que tous les participants nous rejoignent. Donc il est 11 h, nous allons pouvoir démarrer. Merci à tous d'être avec nous. Donc ce webinaire a été conçu en collaboration avec le ministère de la Culture et Petite Cité de Caractère. Atout France donc a pour vocation d'accompagner, d'impulser, promouvoir et favoriser les synergies dans les innovations durables à travers les territoires. Et dans cette optique, nous avons donc un partenariat pour développer l'attractivité et le tourisme dans les petites cités de caractère qui sont très riches sur le plan historique, patrimonial et souvent méconnus. Donc ce webinaire est le deuxième volet, hein, après le précédent consistant à comment aménager la cité. Là, on va voir comment réenchanter la cité, donc procurer vraiment un bénéfice fonctionnel, émotionnel et psychologique à tous les visiteurs à travers des parcours intéressants, stimulants, accessibles à tous, une facilitation pour aider les gens à se diriger aussi vers les points d'intérêt, pour optimiser aussi l'expérience de découverte, et puis travailler aussi le souvenir et la connexion aussi entre toutes ces cités. Donc un grand merci à nos invités. Olivier, Sébastien et Hélène qui ont répondu à notre appel et qui ont été sélectionnés par le ministère de la Culture et Petite Cité de Caractère pour présenter leurs solutions innovantes. Et je vais laisser la parole à Laurent Masurier pour qu'il puisse nous présenter un petit peu voilà, la philosophie de cette association qui regroupe, je crois, près de 240 communes pittoresques, voilà, à travers nos terroirs. Merci. Merci Frédéric, bonjour à tous. Donc Laurent Masurier, directeur de l'association Petite Cité de Caractère de France. Une association, comme vient de le dire Frédéric, qui regroupe aujourd'hui environ 240 communes à travers l'Hexagone, autour d'un objectif que l'on partage avec, c'est vraiment le fil rouge de nos adhérents, c'est construire les projets de développement de territoire à partir de cette somme d'héritage qu'on appelle patrimoine. Donc vraiment assurer le lien entre le passé et le présent et le futur. L'association n'a pas qu'un objet touristique, hein, on travaille beaucoup plus sur la notion d'attractivité et travailler sur la connexion entre patrimoine et urbanisme, patrimoine et culture, patrimoine et social, etc. Mais on a aussi un gros objet touristique, puisque depuis 10 ans, on est sur une stratégie de marque nationale, et derrière la marque nationale Petite Cité de Caractère, tout un travail sur le porter à connaissance de ces anciennes villes, qui sont toujours, pour la plupart, des petites villes entre urbanité et ruralité, et qui regorgent, et ça vient d'être dit, de pépites patrimoniales qui méritent d'être découvertes. Alors, comme beaucoup d'acteurs touristiques depuis la sortie de la pandémie, on interroge notre projet touristique, notamment au regard des enjeux du tourisme durable. Et on avance sur ce travail totalement de concert avec le ministère de la Culture, qui est notre partenaire historique, dans un dialogue permanent sur aujourd'hui les enjeux du durable au sens large pour les acteurs de la culture et du patrimoine. Donc ce dialogue permanent avec le ministère de la Culture, représenté ce matin par Nicolas Manco, qui justement s'occupe des questions touristiques au ministère, nous a amené notamment à organiser une grande journée nationale l'année dernière sur le terme tourisme durable et culture. D'ailleurs, tous les replays, toutes les tables rondes, il y en a une dizaine, sont en ligne sur notre site internet pour ceux que ça intéresse. Et donc, cette journée nationale nous a notamment
euh, mis en avant le besoin d'innovation aujourd'hui dont on avait dans nos communes pour évoluer ce modèle touristique, cette découverte du patrimoine dans des espaces ouverts, mais urbains, et avec plein de sujets sur lesquels aujourd'hui on a besoin d'expérimenter, d'innover pour avancer. En vrac, des sujets comme la mobilité, mais aussi bien l'évaluation de la performance touristique. C'est quoi aujourd'hui la performance touristique au regard des critères et des enjeux du durable? Tout ce qui, et nous, c'est vraiment notre produit touristique, la mise en récit, la portée à connaissance des visiteurs, le suivi de l'impact du tourisme sur des territoires qui sont d'abord des territoires à vivre, etc., etc. Donc on en a discuté pas mal avec justement l'équipe innovation d'Atout France. Très vite, on s'est dit, bah, un webinaire ne va pas suffire, on va en faire deux, peut-être même qu'on en fera d'autres par la suite, parce que eh ben, ça croise énormément de travaux qui sont aujourd'hui portés et conduits par les startups. Et je remercie vraiment les trois entreprises aujourd'hui de leur présentation, parce qu'à chaque fois, ça nous ouvre, nous, des champs de possibles, et justement pour imaginer ce futur qui soit à la fois touristique, culturel et durable. Voilà, j'en dis pas plus, à votre disposition. Je mettrai les coordonnées de l'association dans la conversation si certains souhaitent prolonger les échanges avec notre association. Merci à tous. Bah, Merci. merci beaucoup Laurent et merci Frédéric aussi pour ces introductions. Nous, les webinaires Tourisme Innov nous permettent de vous présenter des solutions innovantes dans le secteur touristique et de mettre aussi en avant leurs actions pour donner un côté plus concret. Et aujourd'hui, pour répondre du coup à notre problématique comment réenchanter la cité grâce à l'innovation, nous accueillons 3 solutions innovantes. Tout d'abord, nous allons découvrir des itinéraires touristiques thématiques accessibles à tous et à tout rythme grâce à l'application Joox. Ensuite, nous apprendrons comment nous orienter et vraiment repérer les points d'intérêt majeurs grâce au dispositif du gouvernail qui a été développé par Viamove. Et ensuite, nous découvrirons le concept des souvenirs digitaux sécurisés et personnalisés, Kérou, à collectionner et à partager. Donc, je laisse tout de suite la parole à Olivier Lebleu qui va nous présenter Joox. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Olivier Lebleu, un des deux cofondateurs de l'application Joox. Donc, l'objectif, alors juste un petit point pour passer les slides, c'est vous qui le faites, c'est ça? C'est Maëlys, oui. Oui. Ok, super. Donc, Joox, c'est un concept très très simple en fait, qui fait son succès. C'est une application mobile qui permet de découvrir plus de 400 destinations dans le monde en courant, en marchant, à vélo ou en fauteuil roulant. Alors, on fait même des parcours à cheval, par exemple. On vient d'inaugurer un parcours entre Nice, Monaco et Menton en bus. Et puis, pour la RATP, on travaille dans les bus touristiques de la RATP à Londres, Paris, Bruxelles, etc. Donc, des mégalopoles. Mais aujourd'hui, j'ai particulièrement, évidemment, envie de vous parler des petites cités de caractère et comment, en fait, notre innovation peut être mise à votre disposition. Donc, je vais vous citer un certain nombre d'exemples. Mali, si tu veux bien passer. Donc, le principe de Joox, il est très simple et vous pouvez la télécharger maintenant, elle est gratuite, et puis voir ce qui se passe dans d'autres villes et villages. C'est une application qui va vocalement vous guider sur un parcours qui a été prédéfini et qui va commenter tous les points d'intérêt, là encore vocalement, avec des images, avec des vidéos, etc., au fur et à mesure où vous passez devant. Au-delà de cette visite touristique, l'application peut évidemment mettre en valeur des commerces locaux, peut aussi faire des exercices physiques assistés par vidéo sur le mobilier urbain, ce qui veut dire sans investissement supplémentaire dans des stations de street workout, etc. Et est à destination de tous, quel que soit le niveau, parce qu'on parle de sport, d'activité physique, mais ça va aussi bien pour de la marche à 2 km/h que pour de running à 20, alors il faut vraiment un peu pousser, mais du vélo ou des personnes qui sont en fauteuil roulant. La slide suivante. Donc, notre objectif, c'est vraiment de surprendre les utilisateurs qui utilisent cette application dans des petites villes de quelques dizaines d'habitants, aussi bien que dans des mégalopoles comme Paris, Bruxelles, Londres, etc. Et on gagne notre pari quand on arrive à laisser un souvenir impérissable à vie,
de chacune des visites que les gens font, y compris dans des villes qui sont qui n'ont pas de caractère pour le coup, et on en a quelques-unes. Alors, l'intérêt ici, par exemple, à Granadilla, qui est un village de quelques dizaines d'habitants en Espagne, c'est vraiment de renforcer l'attractivité de la commune et de faire venir des gens pour des expériences particulières. Ici, c'est un village qui devait être submergé par les eaux d'un barrage et qui ne l'a pas été, donc il existe toujours et il est visitable grâce à l'application Jouxx. Suivante. Voilà. Par exemple, sur l'île de Noirmoutier, ils viennent de mettre en place des parcours qui sont là pour faire du sport aux touristes, mais aussi évidemment aux habitants. Et particularité à Noirmoutier, en fait, ils veulent éviter le surtourisme et garder les gens, donc grâce à nos parcours, sur des chemins qui n'abîment pas la nature, plutôt que les gens partent un peu n'importe où dans les zones protégées. Donc, suivante. Voilà, ici, on a l'exemple de Matera, qui est une petite ville en Italie, qui a été capitale européenne de la culture en 2020. Ce n'était pas la bonne année pour l'être, mais soit. Et qui a une image en fait, c'est la honte de l'Italie, apparemment. Village troglodyte, etc. Et ils voulaient utiliser Jouxx pour communiquer autour du nouveau Matera et donc mettre en valeur, en fait, des visites digitales de Matera, et se séparer de cette image vieille, voire honteuse que la ville avait. Alors certes, le film de James Bond a beaucoup aidé, mais l'application Jouxx aussi a pas mal aidé là-dessus. Alors en effet, la prochaine slide, c'est un exemple d'une petite ville de Lavoncourt, où le maire en avait assez en fait de faire des visites touristiques de la ville aux touristes, et donc a décidé de mettre en place des parcours Jouxx dans la petite ville, qui a pour trait de gloire d'être le village de la personne qui a inventé la Coupe du Monde de foot. Et donc, Jouxx leur sert d'office du tourisme digital 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et en 11 langues. C'est-à-dire que tous les parcours Jouxx sont traduits en 11 langues. Et ici, vous pouvez faire la visite de Lavoncourt, mais aussi vous avez vu Colmar tout à l'heure, l'île de Noirmoutier, etc., dans 11 langues. Donc, on est vraiment sur un service digital, durable, à forte valeur ajoutée, et en plus, en différentes langues. Maïlis, je veux bien la prochaine. Voilà. Et puis, on peut aussi donc se servir de ces visites touristiques pour faire découvrir la ville en faisant de l'exercice, donc pas seulement en marchant, en courant, en faisant du vélo, mais aussi faire des exercices sur le mobilier urbain de la ville. Et ça sert particulièrement aux habitants aussi. Et ici, dans ce cas, on peut se servir de l'équipement sportif existant, mais aussi tout simplement d'un banc, d'un tronc d'arbre, d'une grosse pierre, etc. Slide suivante. Alors, ce qui est particulièrement intéressant avec Jouxx, c'est que Jouxx peut vraiment servir d'appât, en fait, pour faire venir des gens, alors, de manière locale, régionale, mais aussi nationale ou internationale, dans vos cités de caractère, et par la même occasion de mettre en valeur le tourisme local, et particulièrement des magasins qui ont vraiment une production à valeur ajoutée. Vous le voyez peut-être sur nos réseaux sociaux là, ces 2 derniers jours, on a lancé une initiative avec 18 villes de Wallonie, en Belgique, pour redynamiser en fait le tourisme local. Ils avaient déjà expérimenté Jouxx depuis 4-5 ans sur certaines villes, et là viennent de faire de lancer en fait une initiative sur 18 commerces. Ce qu'il faut savoir, et on a des statistiques, c'est qu'en moyenne, un utilisateur Jouxx dépense, quand il va voir un village localement ou régionalement pour la journée, il dépense en moyenne 16 € localement. Donc, ce qui n'est pas négligeable, en fait, pour le tourisme local. Et puis, dernier point sur la prochaine slide. Par le biais de Jouxx, on aide aussi un petit peu la planète à notre manière, c'est-à-dire que tous les 100 km parcourus par notre communauté, on va planter un arbre auprès d'une association. Et au départ de chaque parcours, on va proposer aux gens de ramasser quelques ordures sur leur trajet. Et donc, c'est notre manière d'aider un petit peu la planète, qui est importante, particulièrement quand on fait du sport. Voilà donc un petit peu quelques exemples et les bénéfices de Jouxx. Vous avez vu qu'on propose une douzaine en fait de typologies de parcours, des parcours touristiques et sportifs, des parcours purement sportifs, des parcours avec différentes mobilités, des parcours par exemple qui vont emmener les touristes
vers les endroits absolument à photographier, c'est ce qu'on appelle les parcours Instagram, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des demandes particulières. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà sur la prochaine slide, le type de villes avec lesquelles, alors on a évidemment des métropoles comme Paris, avec les Jeux Olympiques, etc., des Bruxelles, Lausanne et autres, mais aussi des villages qui font quelques dizaines d'habitants. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas parmi nos heureux partenaires. Et dernière slide, on va faire la même chose que ce qu'on fait avec ADN Tourisme, c'est-à-dire vous proposer des tarifs spécifiques pour les petites cités de caractère, donc que je pourrais vous envoyer par la suite. Donc, ils vous donnent, donc vous êtes pour la plupart des cités à moins de 10 000 habitants, donc on a défini un tarif spécifique et en plus un tarif spécifique pour les petites cités de caractère. Donc, je vous enverrai tout ça par la suite avec toutes les informations. Voilà, je crois que j'ai fini mon temps de parole et puis je crois que je vais ouvrir aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, n'oubliez pas que vous êtes avec vos micros sur mute, donc il faut le réactiver. Moi, j'avais peut-être une question pour commencer. Est-ce que c'est possible de relier l'application à d'autres, par exemple, pour un peu voir notre trajectoire avec Strava ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. On peut se lier à des applications sportives type Strava. Alors déjà, on peut les lancer toutes les deux en même temps, mais on peut aussi remonter les informations de Joox vers Strava. Et puis, on peut aussi lier l'application de Joox à des applications type citoyenne, où vous pouvez mettre en valeur vos services et renvoyer vers l'application de Joox pour faire les parcours et pour apporter donc un service très particulier et très à valeur ajoutée sur les visites touristiques et vice-versa d'ailleurs. De la même manière, on va mettre en valeur votre office du tourisme ou certaines, j'en ai pas parlé, mais certaines, ce qu'on appelle des bons plans, qui peut être le guide local, qui peut être le musée local, qui peut être une association sportive, enfin voilà. Donc il y a cette possibilité-là dans l'application aussi d'aller vers d'autres ou sites web. Donc là, vous participez, par exemple, à l'opération Mai à vélo avec GeoVélo? Alors non, on ne participe pas à cette opération-là, mais par contre, on a des parcours à vélo. Là, on est engagé sur une grosse initiative du Johan Cruyff Institute, donc qui est là pour récolter des fonds pour les enfants en difficulté. Et donc, ça nous maintient éveillés pendant tout le mois de juin. Donc non, mais par contre, oui, c'est des choses, des initiatives locales, par exemple, auxquelles on peut participer. Et par exemple, à Colmar, là, ils lancent l'application le 2 juin, si mes souvenirs sont bons, pour accompagner un gros événement de marche qu'il y a à Colmar. Mais ça pourrait être une ville, on l'a fait en Belgique, par exemple, sur l'arrivée du Tour de France. Donc vraiment, on peut se servir de l'application pour sublimer non seulement le patrimoine local, mais aussi des événements qui ont lieu dans vos communes. Super, merci beaucoup. Je crois que nous avons une question dans le chat. Combien de personnes utilisent déjà l'application Joox et d'où vient son nom? Alors question de Valérie Gauthier. Oui, on a environ 300 000 utilisateurs actifs de l'application, c'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé dans les 12 derniers mois. Et le nom de Joox, alors en fait, avant, on s'appelait Running City parce qu'on était focusé sur le... Et au fil du temps, en fait, nos clients, donc des communes, des hôtels, des hôpitaux, etc., nous ont dit on aimerait la même technologie qui a été primée de 18 prix de l'innovation dans le monde pour marcher, pour faire du vélo, pour faire du fauteuil roulant. Et donc, dire à quelqu'un en fauteuil roulant de télécharger une application qui s'appelle Running City, c'était un peu délicat. Donc, on a changé de nom. Et on voulait un petit nom qui soit court, international, qui ait du peps, etc. Et en fait, tout ce qu'on a trouvé, c'est Joox, qui veut dire running en estonien. Donc, il y a peu de monde qui le savent. Je vous le dis comme ça, en petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil au passé, mais quand on ne le dit pas, en fait, on ne sait pas que ça veut dire running. Mais voilà, donc on était bien content de ce petit clin d'œil. Très bien, bravo pour ce repositionnement. Effectivement, c'est un nom joyeux et dynamique, et facile à mémoriser, avec une identité visuelle aussi assez forte et bien sûr le code couleur vert.
qui connecte à la nature et au durable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être une autre question. Comment est-ce que vous obtenez les informations qui sont dites pendant les points d'intérêt? Alors, soit on les obtient en faisant des recherches, on a une équipe spécialisée là-dedans, soit c'est en collaboration avec la commune. Par exemple, sur les 18 villes belges qu'on a faites en même temps, il y a certaines villes qui n'avaient pas le temps de s'en occuper, donc nous on essaie une totale autonomie sur la création du plus beau parcours pour mettre en valeur leurs commerces locaux, et puis d'autres qui sont fortement impliqués et qui nous ont envoyé donc à la fois le parcours, mais aussi des informations sur tous les points d'intérêt locaux. Voilà, le mieux, c'est quand on travaille vraiment en collaboration et que vous venez compléter ce qu'on va pouvoir faire. C'est là que les résultats sont les plus efficaces généralement. D'accord, merci. C'est très clair. Et moi, je voulais savoir si vous adaptiez la mise en récit aux nationalités, puisque donc vous êtes, je crois, disponible dans 11 pays et donc les parcours sont traduits en 11 langues, mais les besoins d'un Américain, les centres d'intérêt ne sont pas forcément les mêmes avec les besoins d'un local. Est-ce que le logiciel permet d'aller un peu adapter le storytelling, la mise en récit aux différentes Oui. origines des visiteurs, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez standard et traduit en fait? Alors, en fait, on peut faire les deux. On peut tout simplement traduire quand le contenu est assez neutre pour tous. Mais on peut, par langue, avoir un contenu différent. D'accord. Évidemment, prononcé dans la langue locale. Et c'est particulièrement important, par exemple, on a travaillé au Kosovo ou à Hong Kong, où là, on a quelques petites problématiques politiques, et où donc il a fallu faire très, très attention à l'aspect politique de la chose. Et donc, on peut, par langue, en fait, raconter des choses différentes. Voilà. Super. Mais il y a Donc, cette un outil flexibilité. très puissant, donc, Ouais. Et puis, qui par permet exemple, d'affiner les contenus ouais. Et spécifiques au-delà ici. même, on fait par exemple pour la RATP, donc dans les bus touristiques, on fait certains parcours pour les enfants. Donc D'accord. c'est Super. en fait l'histoire pour l'enfant va être totalement différente de celle pour ses parents. Voilà, ça c'est un bon exemple de quelque chose qui est vraiment très, très adapté. En Suisse, on a fait des choses où c'est des humoristes qui ont raconté les histoires. Donc là, on a enregistré les voix des humoristes pour vraiment donner un dynamisme incroyable au parcours. Et voilà, donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Super, bravo. On a encore une question de Catherine Desmolly. Peut-on s'appuyer sur les bases de données d'informations touristiques déjà existantes? Alors oui, on peut s'appuyer évidemment sur des bases de touristiques déjà existantes. Ce qu'on ne fera pas, c'est, enfin pas forcément parce que ça aurait un coût. On l'a fait pour Air France, mais bon, avec des budgets qui sont totalement différents. On ne va pas synchroniser en temps réel, mais par contre, on peut aller récupérer l'information dans ces bases pour les importer dans Joux. Sinon, les budgets sont trop élevés et franchement, je vous le conseille pas forcément. Mais techniquement, on peut le faire sans problème. C'est juste une question de sous finalement après. Très bien. Merci beaucoup. Merci C'est beaucoup. passionnant, Olivier. Merci. Merci. On va peut-être passer à la solution suivante. Oui, donc on accueille Sébastien Noll qui va nous présenter le gouvernail. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Bonjour. merci pour votre attention. Alors moi, je vais être un petit peu à contre-courant, ce qui ne veut pas dire que le numérique et le non numérique s'opposent, mais je pense qu'au contraire, on n'est pas sur les mêmes usages et il y a une vraie complémentarité. Tout à fait. Donc, je vais vous parler du gouvernail. Donc moi, je suis Sébastien Noll, je suis directeur de Viamove et je suis en fait l'inventeur, concepteur du gouvernail, qui est un principe 100% mécanique, sans aucun branchement, qui fait que dans n'importe quel contexte, votre destination sera toujours face à vous et vous allez pouvoir vous concentrer sur l'itinéraire. Alors, avant de développer à travers ma présentation, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo qui vous permet en fait de comprendre le dispositif de manière très simple avec le son. Et voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Est-ce que tu peux couper ton micro? On n'a pas le son en fait. Voilà. Et il faut que tu...
services à proximité. Tout simplement à découvrir. Il n'y a pas de son. Bon, nous n'avions pas, je pense que personne n'avait le son, mais c'est pas bien grave. Ben, j'ai mis mon son. Non, mais il y a pas de souci. Vous m'entendez du coup? On va peut-être revenir à la présentation. On va. En fait, on vous mettra dans le forum de discussion le lien YouTube vers la vidéo. Vous pourrez la revisionner avec le son. Désolée pour ce. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de problème. Ben oui. On Alors, on peut reprend passer à la la présentation. slide suivante, ouais. Alors, Donc c'est la table d'orientation réinventée là. voilà, c'est le mariage en fait entre la boussole et le plan, tout simplement. L'idée, elle est née en fait de ça, hein. C'est donc on a le besoin, il est universel, on le rencontre tous chaque jour. On est piéton ou visiteur dans des espaces. Alors bien évidemment, c'est le cas dans les petites cités de caractère. On y reviendra tout à l'heure. On a ce besoin et cette volonté de marcher plus, de marcher mieux partout. On a besoin, notamment quand on visite un lieu, de comprendre et d'apprécier le lieu, qu'il soit nouveau ou qu'il soit connu, parce que très souvent, les lieux connus aussi, on a un certain nombre de choses à leur faire exprimer. Bien évidemment, la sobriété, l'économie d'énergie, c'est devenu un enjeu sociétal, hein. Le gouvernail n'a besoin que d'une seule énergie, c'est vous en fait, hein, c'est de tourner avec vous, puisque je rappelle, il est 100% mécanique, sans aucun branchement. C'est une thématique qui n'a pas de frontières, qui est tout terrain. Et ce sujet de la bonne itinérance en fait, des visiteurs et des piétons dans les espaces, bah, c'est devenu un enjeu majeur en fait, pour les gestionnaires d'espaces publics, privés et bien évidemment également dans les plus petits contextes comme les cités de caractère. Passer à la suivante. Donc, bah, la solution, bah, c'est simplement d'offrir l'orientation piétonne idéale à travers un dispositif qui est facile, logique, ludique, qu'on peut positionner dans tout type de contexte. Donc, on l'a souligné tout à l'heure, finalement, bah, c'est le mariage. On aime à dire que c'est un peu le mariage idéal entre la boussole et le plan. Généralement, les plans qu'on positionne dans l'espace public sont bien faits. On y reviendra tout à l'heure, hein, la personnalisation de la cartographie, c'est un vrai sujet. Les cartographies que l'on offre en fait à travers les plans, à travers ces supports qui sont établis, qui sont aussi des supports de valorisation du territoire, bah, vous n'atteignez pas cette qualité sur vos smartphones. On viendra aussi tout à l'heure sur la notion de guidage et d'orientation qui ne sont pas les mêmes, hein, entre ce que vous offre une application de guidage et ce que peut vous proposer le gouvernail. On l'a vu, une seule énergie pour fonctionner, c'est son utilisateur. C'est aussi un peu une respiration au tout numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, il y a certains sujets qui peuvent très bien être traités et qui fonctionnent très bien aussi avec une valeur qui n'est pas forcément une valeur numérique.
Il est aujourd'hui attendu et perçu comme évident par ses utilisateurs. Donc la version industrialisée que vous voyez là et qu'on détaillera tout à l'heure est sortie au mois de mai l'année dernière. On a aujourd'hui une quarantaine d'installations avec à chaque fois la même réaction. Pourquoi il y a encore des plans fixes alors que l'idée c'est que la destination, en fait, moi ce que je souhaite c'est qu'elle soit devant moi et il est très simple à déployer techniquement, on y viendra aussi tout à l'heure. On peut passer à la slide suivante. Donc là, je passe très rapidement, hein. Donc les facteurs clés, effectivement, un dispositif très simple, hein, puisque le mouvement, il est très intuitif à l'usage. Il y a un certain côté très ludique aussi, puisqu'on prend l'objet en main, hein, il tourne à 360 degrés. Il y a ce côté un peu de partenaire bienveillant, d'où aussi son design anthropomorphique qu'on verra tout à l'heure en image. Bien sûr, sobriété absolue, hein, aucune connexion, donc pas de consommation d'énergie. C'est l'éco-responsabilité complète puisque les matériaux sont aussi des matériaux recyclables. Le gouvernail est 100% made in France. Je l'ai inventé en France, il a été imaginé en France techniquement et aujourd'hui, bien évidemment, dans sa fabrication, c'est un dispositif qui est composé de matériaux et d'industriels qui sont sur le territoire français. On y viendra tout à l'heure sur les différents lieux et possibilités de thématiques d'installation. Et il est très impactant puisqu'en fait aujourd'hui, à l'usage, on a des retours vraiment très intéressants. Je prends pour exemple, des installations qu'on a fait récemment, 3 gouvernails à Ouistreham sur la côte normande, où les gens se rendent à l'Office du tourisme pour dire en fait clairement, leur satisfaction du dispositif et demandent même qu'il y ait plus de gouvernails qui soient installés sur le territoire. Alors, le gouvernail, c'est une invention, avant d'être, une innovation, puisqu'en fait, on dispose d'un brevet exclusif, une propriété intellectuelle en France et à l'international. La problématique d'orientation n'a pas de frontières. Le sujet que l'on traite, en fait, finalement, n'a pas de contexte forcément particulier ou culturel. Alors, c'est pas simplement une propriété, industrielle liée à la forme de l'objet, c'est vraiment une propriété intellectuelle liée au fait que, physiquement, je positionne ma destination devant moi grâce à un dispositif et grâce à un mobilier, donc une propriété intellectuelle, sur le principe, jusqu'en 2040. On peut passer à la suivante. Alors la cartographie, bien évidemment, est au cœur du dispositif. Hem le support, sur lequel on travaille en fait pour offrir une cartographie, bien évidemment, l'idée c'est une personnalisation complète. C'est-à-dire que à travers en fait, la manière dont vous souhaitez que votre territoire soit perçu par son utilisateur, eh bien on va travailler le graphisme de manière très fine. On peut bien évidemment retrouver des illustrations, on peut bien évidemment retrouver, des chemins que l'on privilégie. Heu, le gouvernail, c'est pas simplement une cartographie avec une représentation de l'espace, c'est une représentation de l'espace pour son bon usage par le piéton. C'est-à-dire que ce qu'on va retrouver sur la cartographie, c'est les itinéraires à privilégier quand on est piéton, c'est le temps, de marche en fait, pour aller vers le point d'intérêt que j'ai retrouvé sur la cartographie. Il est recto verso, on peut lui faire dire 2 choses différentes d'un côté ou de l'autre, que ce soit en thématique, ou en échelle, de couverture. Je prends un exemple, là on est en train de travailler avec, Via Rhôna, donc qui est la piste cyclable, partant de Lyon et longeant le Rhône. On peut avoir d'un côté, de manière très pragmatique, son parcours sur le Via Rhôna avec, l'itinéraire et de l'autre côté, la révélation du village que je vois de l'autre côté du Rhône, mais dont je ne connais pas la richesse et à travers le gouvernail, je vais, découvrir effectivement cette possibilité-là. Donc on peut vraiment jouer sur les thématiques, différentes. Hem, on va aussi, bien sûr travailler sur le temps de parcours. On a aussi déjà fait des gouvernails, alors c'est le cas à Saint-Dié avec des cartographies qu'on appelle des cartographies émotionnelles, où en fait c'est les habitants de Saint-Dié qui sur une face mettent en avant les points d'intérêt qu'ils souhaiteraient que les gens qui découvrent Saint-Dié aillent découvrir. Tiens, sur ce banc-là, si vous y allez à partir de 19h, il peut y avoir un beau coucher de soleil. Tiens, sur cette place-là, moi je connais un petit secret avec une statuette, qui cache quelque chose. Donc on a en fait aussi cette possibilité de faire interagir les habitants à travers l'expression de la cartographie. On peut passer à la slide suivante.
Donc, on a tendance, nous, à dire que le gouvernail, c'est pas un mobilier, c'est vraiment un dispositif, puisqu'en fait, les mises à jour de la cartographie se font de manière très simple, avec un principe de capsule interchangeable. Une opération qui est très rapide, donc vous le voyez là en image. On a installé 9 gouvernails à Rambouillet. Eh bien, à Rambouillet, par exemple, au mois de septembre, pour varier en fait les thématiques cartographiques qu'on retrouve sur le gouvernail, on va y retrouver l'offre associative pour que le gouvernail parle aussi aux habitants et se dire bah tiens, je ne savais pas que je pouvais faire de l'aïkido à quelques mètres d'ici, je ne savais pas qu'il y avait des possibilités d'avoir des cours de sophrologie. Donc on peut aussi, bien évidemment, faire vivre le dispositif, pas seulement parce que nos espaces bougent et qu'il y a des raisons d'obsolescence, mais aussi parce qu'on veut lui faire dire des choses différentes ou des thématiques différentes pendant des événements. À Ouistreham, pendant la fête de la coquille, on va retrouver sur le gouvernail les endroits où il se passe des choses pendant la fête de la coquille. Donc le dispositif est très facile à mettre à jour en termes de cartographie. Alors, le gouvernail, en fait, peut se positionner finalement dans de très, très nombreux contextes, hein. Donc on a aujourd'hui, la chance d'avoir, beaucoup de sites, avec des problématiques différentes qui viennent à nous, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, des sites privés, publics. On installe beaucoup dans des gares. On a installé gare Montparnasse, gare de Lyon, gare de, Massy TGV, gare de Rennes, gare de Nantes, les aéroports également. On a cette problématique d'orientation, des parcs d'attractions, des centres commerciaux, des sites naturels. Je rencontre demain les responsables du cimetière du Père-Lachaise pour trouver des tombes célèbres dans un cimetière. On a toujours cette problématique-là avec une personnalisation nécessaire de la cartographie. Là, votre smartphone vous abandonne complètement. Et bien évidemment, les villes de toute taille et les plus petites cités qui souhaitent mettre en avant de manière très précise les aspects forts du territoire. J'aime bien le discours de Madame le maire de Rambouillet qui me dit ben moi, je préfère, à travers une cartographie et à travers la manière dont je montre mon territoire, et bien montrer le conservatoire pour lequel j'ai investi 1 million d'euros pour sa réfection l'année dernière, plutôt que le McDo du coin ou le Subway, ce que va m'imposer très souvent le smartphone. Vous savez, moi je dis que c'est la différence entre guidage et orientation. Le smartphone fait très bien le job, hein. Je suis le premier à l'utiliser aussi dans certains cas de figure et suivre la petite flèche bleue, mais je ne comprends pas et je n'apprécie pas le lieu dans lequel je suis. L'orientation, c'est autre chose. L'orientation, c'est prendre le temps de comprendre les lieux. Vous savez, ce plaisir qu'on a le deuxième ou le troisième jour quand on découvre une ville, de commencer à comprendre comment sont connectés les quartiers les uns par rapport aux autres, et ben on ne l'a pas parce qu'on a suivi la petite flèche bleue, on l'a parce qu'on a eu un plan en main et qu'en fait, on commence à connecter les éléments parce que le territoire m'a parlé et le gestionnaire du territoire m'a fait comprendre comment il souhaitait que ce territoire soit perçu. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent au gouvernail puisque l'unicité du dispositif est couverte par une propriété intellectuelle. On l'a vu, hein, j'y reviens pas, mais c'est complémentaire des applications de guidage. D'ailleurs, c'est très intéressant, hein, on positionne parfois des gouvernails dans des salons où, en fait, bah, vous voyez l'exemple, hein, on cartographie les stands du hall dans lequel on se trouve. Et Frédéric, vous avez pu en faire l'expérience récemment au Touquet. Au Touquet, Eh oui. bien, toute génération, même les générations plus jeunes biberonnées au smartphone, voient bien la différence d'usage qu'il peut y avoir entre une application de guidage et ce dispositif qu'on va positionner dans des lieux stratégiques réfléchis pour qu'ils rendent service, bien évidemment, là où on les a positionnés. On peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, on a déployé depuis mai l'année dernière et la sortie de la version industrialisée quasiment une quarantaine de gouvernails, hein. Donc on l'a vu dans des contextes et des sujets très différents. Dans des villes de toute taille, hein. Tout à l'heure, nous allons avoir le témoignage de monsieur Yves de Buy, qui est maire en fait de Plouzané, dans le Finistère, qui va installer très prochainement un gouvernail dans un contexte nouveau aussi, et très intéressant. Vous allez voir dans une slide suivante avant de lui laisser la parole.
plébiscité par les utilisateurs, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand les gens disent bah, pourquoi ça n'existait pas avant, c'est tellement évident et simple. Et puis il y a l'appréciation aussi qu'une invention peut être française et qu'aujourd'hui on peut aussi développer des sujets de manière très simple et revenir à des choses très concrètes. On a eu la chance d'obtenir le Janus de la Cité, qui est la plus haute distinction en France en termes de design pour un objet dans l'espace public. Là, je parle vraiment du design du mobilier, on y reviendra tout à l'heure. Alors, c'est toujours sympa d'obtenir un prix, surtout qu'on est la première start-up à l'obtenir. Habituellement, c'est plutôt les JC Deco, Clear Channel et les gros producteurs de mobilier urbain. Là, c'est la première fois que c'est une start-up, donc c'est intéressant pour le prix, mais c'est surtout très intéressant pour une autre raison, c'est que dans le jury des Janus de la Cité, il y a une corporation que vous devez bien connaître et qui peut être parfois tatillonne, ce sont les architectes des bâtiments de France. Et en fait, le gouvernail a été perçu comme un élément qui ne vient pas agresser en fait l'architecture. Ils se font bien dans l'environnement. On y a été très attentif au monde du design et ça a été reconnu en fait par ce Janus de la Cité. Je vous donne un exemple. À Rambouillet, l'architecte des bâtiments de France, c'est la même architecte des bâtiments de France qu'à Versailles. Je vous laisse imaginer que personne qui peut être tatillonne, on va dire. On a installé 9 gouvernails à Rambouillet. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, vous avez une petite cartographie de nos installations dans différents contextes. Donc vous voyez les gares, vous avez en haut à droite un personnage célèbre qu'il a utilisé dans un salon. Alors c'était rigolo parce qu'il venait de donner une conférence sur l'intelligence artificielle et en voyant le gouvernail, il a dit que l'intelligence pouvait aussi être mécanique, ce qui est un chouette clin d'œil pour nous. Vous avez en bas à gauche une installation à Ouistreham et puis des sorties de gare, bien évidemment, qui sont souvent des contextes où on a ce besoin. Là, on est sur des cartographies très zoomées, où je vais par exemple retrouver d'un côté toute l'offre de transport public que j'ai autour de moi quand je sors de la gare. Et donc là aussi, ce sont des thématiques de cartographie qu'on ne retrouve pas forcément sur son smartphone. On peut passer à la suivante. Alors pour les petites cités de caractère, bien évidemment, je pense que les petites cités de caractère et le gouvernail, ça pourrait être un sujet qui matche vraiment bien, avec des possibilités nombreuses, hein. Bien évidemment, la valorisation du patrimoine, du commerce local, du savoir-faire, la compréhension globale des atouts de votre territoire. Quand on arrive sur un espace, on aime bien en fait comprendre et construire en fait finalement sa visite à travers un support qui le permet. On y viendra tout à l'heure avec Plouzané, la mise en avant de l'environnement naturel. Donc avec Plouzané, on va installer notre premier gouvernail en mode table d'orientation. On peut très bien retrouver aussi le gouvernail sur un promontoire, sur un site naturel, et la cartographie va représenter finalement l'espace naturel comme le fait une table d'orientation. Sauf que là, on est sur un dispositif 360 degrés où vous allez changer la cartographie très facilement, alors que les tables d'orientation, c'est très souvent des dispositifs le mot est juste, mais gravé dans le marbre et qu'on peut très difficilement mettre à jour. Alors voilà, je vais laisser la parole à monsieur le maire de Plouzané. Donc on va installer dans les tout prochains jours en fait, un gouvernail à Plouzané avec cette fonctionnalité justement de table d'orientation sur un promontoire qui surplombe la rade de Brest. Et cette double fonctionnalité à la fois d'évocation du paysage côtier et du patrimoine local. Monsieur le maire, je vous laisse témoigner. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi j'ai répondu avec plaisir à cette invitation parce que en effet, je crois que c'est un enjeu intéressant pour nos communes de pouvoir mettre en avant leur patrimoine. Et donc Plouzané, vous connaissez peut-être pas, c'est une erreur, mais vous ne connaissez peut-être pas, c'est la commune qui est juste à l'ouest de Brest, au nord du Goulet de Brest. Et donc on a un littoral qui est le plus beau de France, à n'en pas douter. Et face à nous, on a la presqu'île de Crozon. Et on a, quand on se balade sur le littoral, une vue très belle sur le Goulet, sur le fond de rade, mais c'est parfois difficile à interpréter. Et moi, j'ai découvert le gouvernail il y a 2 ans au Salon des maires, et je me suis dit, voilà, dans une version, celle qu'on a vue pour Rambouillet tout à l'heure, qui servait à se déplacer, à se déplacer en ville, ou là, dans le congrès, et je me suis dit, mais on doit pouvoir le réinterpréter en table d'orientation pour lire le paysage devant nous, même si ce n'est pas forcément pour y aller.
Et c'est ce qu'on a fait avec M. Noll là, depuis quelques mois, et on est en train d'arriver à la solution qui va nous convenir et qui va, je pense, convenir aux utilisateurs. Et vous le voyez sur la slide qui est présente devant vous, on a une partie, la partie mère, où finalement on a une représentation de la vue qu'on a devant soi pour bien comprendre les éléments qu'on a qui sont un peu loin. C'est sur la côte en face, elle est à 2-3 km, voire un peu plus. C'est suivant les conditions de luminosité, de météo, on voit plus ou moins précisément ce qu'on a en face de soi. Et je crois que le fait de tourner le gouvernail pour être pile dans l'axe, ça permet de bien identifier les points d'intérêt quand les conditions météo ne sont pas excellentes. Et puis, on a en dessous le petit cartouche, le cartel qui permet de donner quelques explications touristiques sur ce qu'on a face à soi. Et puis, côté terre, on a repris une représentation plus classique avec un plan qui permet de connecter ce point du littoral avec le reste de la ville, situé un peu plus loin, mais où il y a également des éléments patrimoniaux intéressants à aller voir. Et là, la démarche, c'est de dire aux touristes qui passent sur le sentier côtier, sur le GR34, de dire, bah, certes, vous explorez la côte et c'est très bien et vous avez des choses fantastiques à y découvrir, mais regardez un petit peu derrière vous également. C'est peut-être que ce ne sera pas à pied, peut-être qu'il faudra prendre un peu la voiture ou le vélo, mais vous avez également des éléments patrimoniaux intéressants à découvrir dans la commune. N'hésitez pas à venir également les découvrir. Et je crois que on verra dans quelques semaines quand le mobilier sera posé, mais je m'attends à des retours très positifs. Merci Bravo, beaucoup, monsieur merci le pour maire. ce témoignage. On le voit d'ailleurs dans la slide suivante, hein, voilà, vous avez un peu plus le détail de la cartographie qu'on est en train de finaliser, avec effectivement cette logique 360 où en tournant, j'ai devant moi le paysage, comme l'a dit monsieur le maire, et derrière moi, la valeur patrimoniale aussi à découvrir. Et c'est une bonne interprétation pardon, de l'hyper-personnalisation possible de la cartographie. On peut passer à la slide suivante. Alors voilà l'exemple de Rambouillet également. La problématique de Rambouillet, c'est alors donc là, on a installé 9 gouvernails, hein, bien évidemment. Via Move, on accompagne le territoire sur la stratégie d'implantation, c'est-à-dire où les installer, comment faire en sorte que les gouvernails soient complémentaires les uns avec les autres. Bien évidemment, avec les 9 gouvernails, on est sur une vraie logique de maillage. On va retrouver en fait même le gouvernail suivant sur la cartographie du gouvernail. On prend bien évidemment le ton graphique souhaité par le client, c'est-à-dire que là, madame le maire de Rambouillet souhaitait qu'on comprenne aussi que Rambouillet, c'est une ville très verte, avec beaucoup d'espaces verts, du sport. Donc vous voyez, la cartographie vient en fait prendre la couleur locale avec des illustrations. Le temps aussi de marche, parce que vous avez à chaque fois que vous avez un pôle générateur, vous avez le temps à pied pour l'atteindre. Donc en fait, on met en avant ces dispositifs. Vous voyez les parties jaunes, donc ce sont les parties, les zones les plus marchables de Rambouillet. Dans la réalité, la rue qui est à droite souvent est plus importante sur les autres cartographies parce qu'elle est plus importante géographiquement. Nous, on va mettre en avant la rue qui est la plus marchable, la plus piétonne, la plus agréable. On travaille même avec une commune à une réflexion dans Gouvernail qui va révéler, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, les axes piétons les plus agréables quand au mois d'août il fait 35 degrés avec les zones de fraîcheur. Donc on peut vraiment personnaliser la cartographie selon le contexte et le besoin. On peut passer à la suivante, on en a bientôt fini. On va passer. Voilà, Ouistreham, pareil, principe bord de mer. Hein, donc voilà, un peu la même problématique que nous a exposé monsieur le maire de Plouzané, où en fait, il y a le paysage côtier, mais il y a aussi ce qu'il y a derrière soi qu'on peut découvrir et voir. Voilà. Donc nous, à vous accompagner en fait sur l'ensemble du dispositif, hein, bien évidemment, le conseil en implantation, où installer le gouvernail. Une fois qu'on l'a installé, quand on a décidé du lieu d'implantation, qu'est-ce qu'on va lui faire dire en termes de cartographie? Bien sûr, la réalisation cartographique et tout le suivi du projet, vous avez un seul interlocuteur, qui est donc la structure Via Move. Voilà, ensuite il y a une petite présentation de l'équipe, mais j'en ai terminé. Formidable, un grand merci Pour rester Sébastien. sur celle-ci, merci à vous. C'est passionnant de voir l'utilité de cette innovation mécanique qui permet de remplir ses yeux et profiter pleinement du moment sans regarder un écran. C'est vraiment formidable.
On va passer peut-être directement à la présentation suivante, puisqu'il nous reste peu de temps. Donc, on va donner la parole à Hélène Quintin, qui va nous emmener dans la presqu'île guérandaise et vers le bourg de Bas pour nous proposer des souvenirs digitaux sécurisés, personnalisés, avec la solution Kirou. Je suis À ravie toi, Hélène. d'être ici, merci pour tout. Oui, je viens de Guérande avec une famille de couvreurs. Alors ça que les petites cités de caractère me parlent beaucoup. Et notre vision avec Kirou, c'est vraiment d'être un lien, de créer du lien entre le réel et le virtuel. Et toujours bien évidemment inviter les personnes à venir sur place, découvrir notre territoire. Et pour nous, le digital est un moyen de créer du lien. Et donc voilà, Kirou est spécialisé dans la création de souvenirs digitaux, mais l'idée ne vient pas de France. L'idée vient d'un road trip à Tikal. Alors, j'ai mis une petite image à la slide suivante. En fait, il y a plus de 4 ans, j'ai fait un road trip en Amérique centrale. Et je faisais Tikal. Tikal, qui est un site Maya, et que 8% du site qui ont été découverts. Et à la fin de ma visite, bien, je voulais ramener quelque chose, un souvenir. J'étais marquée de trouver des mugs, des magnettes made in China. Et en France, il faut savoir que près de 75% des objets souvenirs viennent de l'étranger. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone, on est tous très connectés. Donc, c'est que là-bas, que l'idée du souvenir digital est née. Donc, un souvenir digital, qu'est-ce que c'est? On peut aller à la slide suivante, Malice. Donc, un souvenir digital, c'est un moyen pour les visiteurs de tenir une preuve de passage de manière très simple. C'est un petit peu finalement le même concept que les petites médailles à collectionner. Je ne sais pas si vous voyez que l'on peut souvent obtenir en fin de visite culturelle. Voilà, on aime prouver nos passages. Donc le souvenir digital, voilà, donc c'est toujours un souvenir officiel, personnalisé par rapport au lieu, qui peut également donner accès à des avantages. Et qui dit digital dit bien évidemment également partage sur les réseaux sociaux. Et une de nos valeurs et une de nos raisons d'être également avec Kirou, c'est d'être une source de financement pour nos partenaires. Lors de chaque achat d'un souvenir, qui coûte environ 4,95 € pour les visiteurs, on verse une partie des bénéfices aux partenaires pour financer des projets. Donc c'est un peu l'idée en fait d'inviter les personnes à faire un don de manière très simple lorsqu'ils visitent des sites, tout en gardant quelque chose de visuel, d'attractif et de personnalisé. On peut également aller à la slide suivante. Donc, le souvenir digital, souvent, on me demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Donc, effectivement, tout est digital. Le souvenir est sécurisé sur la blockchain, donc vous en êtes vraiment propriétaire. Cette technologie rend aujourd'hui possible la possession d'assets digitaux. Et visuellement, ça peut prendre plein de formes différentes, toujours personnalisées par rapport au lieu visité. Encore une fois, un peu comme les médailles souvenirs, voilà, ça représente toujours le lieu. Donc voici par exemple un exemple au musée d'Orsay. Donc là, c'était la palette de Vincent van Gogh. On a également un partenariat avec la ville de Rouen, de Guérande, le château de Chantilly. Donc là, encore une fois, ça représente le lieu avec des éléments qui représentent le lieu. On peut aller à la slide suivante. Donc voilà un petit exemple de la marketplace au musée d'Orsay. On peut aller à la slide suivante aussi. En fait, la présentation est plutôt plus concrète à la fin. Quelques retours des collectionneurs. Aujourd'hui, on a 2 ans. On a vraiment voulu tester le marché très rapidement à Guérande notamment. On a mis une affiche au milieu de la ville avec un QR code, invitant les personnes à le scanner pour savoir s'ils voulaient obtenir leur souvenir digital. On a une très bonne traction. En seulement 4-5 semaines, on a eu plus de 1000 demandes d'un souvenir digital. Bien évidemment, au début, le souvenir n'était pas très beau. Donc voilà, on a une vraie demande des personnes de compléter leur collection de souvenirs digitaux. On s'adresse également à des personnes qui n'ont pas forcément le lien avec le numérique ou la blockchain, grâce à la simplicité de notre solution. On peut également aller à la slide suivante. Et pour les sites culturels, eh bien, qu'est-ce que ça apporte? L'avantage du souvenir digital, c'est vraiment créer du lien entre des réseaux de sites, bien évidemment, pourquoi pas entre les petites cités du caractère. Imaginons, j'ai collectionné mon souvenir digital de Batte-sur-Mer. Eh bien, grâce à cette collection, je pourrais être invitée à compléter ma collection dans tous ces autres lieux et donc venir sur place, parce que le concept, c'est qu'il faut être sur place pour obtenir son souvenir digital. Donc, on a également une source de revenus supplémentaires. Ce qu'on pourrait même imaginer avec les petites cités de caractère, c'est que dans tout ce réseau, une partie des bénéfices vont dans une cagnotte en commun pour financer certains projets plus précis. Voilà. Après, je pense qu'il y a plein de types de projets qui peuvent être financés, mais l'idée, c'est vraiment rendre acteurs les visiteurs grâce à cette solution.
Pour les sites culturels, la distribution se fait de manière très simple également. Donc, le parcours utilisateur, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, quand je suis un visiteur, je visite donc une cité, je vais sur place, je peux obtenir mon souvenir digital en scannant un QR code que l'on peut positionner dans les offices du tourisme ou dans d'autres lieux touristiques. Et je vais revoir mes souvenirs sur donc notre interface collectionneur, mydigitalsouvenir.com. Une autre slide, voilà. Donc voilà, par exemple, le support physique, donc je suis dans une cité, je scanne ce QR code, j'arrive sur une interface qui est toujours personnalisée par rapport au site. Je n'ai pas besoin de télécharger d'application. Et cette interface, donc là, on n'a pas mis le souvenir, mais me permet d'obtenir mon souvenir digital de manière très simple. Une de nos philosophies avec Kirou, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. On a vraiment développé une solution qui permet d'obtenir son souvenir digital en 15 secondes, sans aucune connaissance technique, avec un paiement également en euros, Apple Pay, Google Pay. Alors que normalement, pour obtenir quelque chose sécurisé sur la blockchain, c'est assez compliqué. Il faut envoyer le blockchain, des cryptos. Nous, notre philosophie avec Kirou, c'est vraiment rendre cette technologie accessible, voilà, en cachant vraiment tout l'aspect technique. On peut également aller à la slide suivante. J'essaye d'être rapide. Hein. Donc voilà, un exemple de l'interface d'achat. Donc je scanne ce QR code, j'arrive ici. On a fait des petites maquettes par aux couleurs des petites étiquettes de caractères. Là, on ne voit pas le souvenir qu'on n'a pas designé, comme ça prend pas mal de temps. Et voilà, donc le parcours est très simple. La personne se connecte en mail, qu'elle confirme pour vérifier que la personne est bien détenteur de ce mail. Et voilà, elle peut donc acheter son souvenir de manière très simple, vraiment en 15 secondes, le retrouver sur son interface collectionneur. Et par rapport à ses collections, elle peut pourquoi pas avoir accès à certains avantages. Imaginons, j'ai 5 souvenirs digitaux des petites cités caractères dans une région. Eh bien, je pourrais pourquoi pas avoir un avantage dans une autre ville qui m'invite à aller la visiter. On peut imaginer également des collections par région ou par département. Par exemple, voilà, il y a la collection des Pays de la Loire. Imaginons la personne qui complète sa collection des Pays de la Loire pourrait avoir accès à certaines choses. L'idée, c'est vraiment en fait, gamifier l'univers de la visite culturelle par rapport à toutes les visites que je fais dans différents lieux. On peut également aller à la slide suivante. Donc voilà, je vais revoir mes souvenirs sur l'interface collectionneur, donc sur le site internet mydigitalsouvenir.com. Et voilà, selon mes collections, je peux avoir accès à certaines choses, certaines offres, pour inviter les personnes à venir sur place, découvrir les différents lieux. On peut également aller à la slide suivante. Souvent, on pense qu'un souvenir digital n'est pas éco-responsable, parce que par exemple, on parle de blockchain, c'est vrai que la presse ne nous aide pas à ce niveau-là, mais nous utilisons la technologie Tezos, qui est la blockchain française, qui utilise uniquement les énergies renouvelables pour fonctionner. Et un souvenir digital, en fait, il n'y a aucun transport de matériel. Et par rapport à l'empreinte carbone, c'est l'équivalent en fait, d'un email, l'envoi d'un email sans pièce jointe. Donc, ce qui est vraiment rien. Mais le concept du souvenir digital, en fait, le souvenir n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de rejoindre une communauté à impact qui participe au financement de notre patrimoine lorsque je visite un lieu de manière simple, rapide et aussi accessible, puisqu'un souvenir coûte 4,95 €. C'est également un moyen d'avoir accès à d'autres offres, d'autres avantages. Et aujourd'hui, nos collectionneurs sont de plus en plus nombreux. Et bien évidemment étant française, et voilà, on a tellement de chance en France d'avoir un patrimoine très varié, je pense vraiment que c'est un moyen de le promouvoir également à un public plus large. Voilà. Je crois que j'ai une autre slide. Ah oui, donc voilà quelques-uns de nos partenaires. Et la slide, je ne sais plus. Ah oui, si, il y a encore une autre slide. Voilà, donc là, oui, l'installation est vraiment très simple. Nous nous occupons de tout, donc c'est-à-dire du support physique à l'interface pour obtenir son souvenir, voilà, d'une manière très simple. Également, on a développé un dashboard qui vous permet de suivre en temps réel les souvenirs qui sont vendus. Et j'ai une dernière slide. Voilà, donc pour résumer, pourquoi une collection de souvenirs digitaux? Pour créer du lien entre un réseau de sites, pour être une source de revenus supplémentaires pour financer des projets concrets, engager les visiteurs. La solution est vraiment extrêmement simple. On utilise des technologies de pointe très complexes, mais on a vraiment développé cette solution très simple pour le grand public. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais le souvenir digital peut également être un moyen, après la visite, de prolonger son expérience, d'avoir accès à certaines offres en ligne. Un souvenir également éco-responsable. Et je vous invite à tester notre produit.
Donc, il s'agit vraiment d'une interface de démonstration. Donc, vous n'allez pas voir visuellement le souvenir digital parce qu'il n'a pas été créé, mais en général, on fait en 3 dimensions. Ça dépend vraiment toujours du lieu. Et c'est pour que vous découvriez le flux utilisateur. Voilà, donc en 15 secondes, nous, techniquement, en fait, on crée un white blockchain associé au mail où est sécurisé le souvenir digital avec le paiement également très simple avec Apple Pay, Google Pay. Donc, je vous invite à tester le produit si vous le souhaitez. J'étais efficace. Hein. Bravo, merci Hélène. Merci Hélène. Voilà. Merci pour cette présentation très claire. Vous êtes seul sur ce créneau du souvenir digital? Qui sont les concurrents? Non, on a des concurrents, ce qui est bon signe d'ailleurs. On a des concurrents très Web3, qui ont vraiment une approche très compliquée. Nous, on a vraiment cette approche au grand public. On a également des concurrents aux États-Unis, qui ont une approche beaucoup plus artistique. On a quelques concurrents en France également, qu'on a déjà battus sur certains appels d'offres, mais on est vraiment, nous, Kirou, spécialisés sur ce concept de souvenirs digitaux pour le grand public. Voilà. Excellent. Alors, on avait, donc là, on peut imaginer aussi une complémentarité, hein, ce que disait Olivier de Joux, là, avec un lien entre les applis Joux et la proposition de souvenirs, et on pourrait même mettre le QR code sur le gouvernail, et la boucle serait bouclée. J'ai téléchargé l'application de Joux, que je trouve très très bien. Je suis alors, on a une question. Alors, ça, c'est sur le gouvernail. Peut-on avoir une idée du budget de la solution du gouvernail? Alors, on a le panier moyen complet avec la première cartographie, le mobilier installé. On est sur un budget global autour de 13 000 €, installation comprise, avec aussi la possibilité de cofinancement dans le cadre, vous le savez, des différents dispositifs qui peuvent exister, qui souvent accompagnent le dispositif qui met en avant le patrimoine, le centre-ville, et voilà. Pour un mobilier garanti 10 ans et sans aucun surcoût ensuite énergétique ou autre. Merci. Et du coup, je rebondis par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée du budget pour Kirou? Oui, alors Kirou, le développement de l'interface, ça coûte environ 4 500 € avec le souvenir compris, vraiment toute la solution. Après, bien évidemment, s'il s'agit d'installer la solution pour un réseau de sites ou beaucoup plus de sites, là, le prix est bien sûr dégressif par rapport au nombre d'interfaces créées. Et après, en B2C, on reverse les bénéfices, plus de 50% à nos partenaires directement pour être une source de financement. Donc, la solution est remboursée. Voilà. Très bien. Avons-nous d'autres questions dans l'Assemblée? Le souvenir est bien préalablement créé par Kirou et mis à disposition du visiteur, ou celui-ci peut-il créer directement le souvenir de son choix? C'est une très bonne question. C'est ça que je n'ai pas précisé par rapport aux différents types de souvenirs. Alors, en interne, on a une équipe créative donc, qui peut créer ce souvenir digital. On a 2 modèles. Soit, entre guillemets, chaque visiteur a le même design. Soit, effectivement, on a une solution pour chaque visiteur et quelque chose de différent. C'est-à-dire que chaque visiteur a vraiment quelque chose de différent par rapport à son expérience. Et on peut également travailler avec des artistes. C'est-à-dire que le souvenir digital est créé avec un artiste digital ou non d'ailleurs, qui peut bien évidemment être local. Donc ça, c'est tout à fait possible également. Une approche assez sur mesure en fait de la conception du souvenir. Ouais. Et on pourrait imaginer un souvenir petite cité de caractère avec un dispositif d'incitation à la découverte des cités voisines. Ça, ce qui est intéressant avec le concept, c'est tout l'effet de réseau pour inviter les personnes à compléter leur collection. Et effectivement, on pourrait tout à fait imaginer un souvenir digital petite cité de caractère pour chaque site qui serait bien évidemment différent par rapport à chaque cité. Et après, un système entre guillemets, de gamification. Là, j'ai complété la région Pays de la Loire. Bon, je ne fais que dire Pays de la Loire parce que je viens de Guérande, mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment inviter les personnes à compléter leur collection dans les différents lieux. Super. En quoi consiste la partie réalité augmentée du souvenir?
Oui, oui, Ici, super. Valérie Gauthier. Ouais. Alors, quand on design un souvenir digital en 3 dimensions, on a une fonctionnalité qui permet également de le projeter en réalité augmentée de manière très simple. Donc, c'est-à-dire que je le projette dans la pièce. Voilà. Donc, en fait, je peux vraiment projeter le souvenir digital dans la pièce en réalité augmentée, juste en cliquant sur un bouton à la fin du parcours. Très bien. Valérie, est-ce que ça répond à votre question? Avez-vous d'autres questions? Laurent, peut-être souhaitez-vous rebondir sur ces 3 magnifiques propositions complémentaires, décarbonées, qui résolvent de véritables aspirations, enfin d'incitation à la découverte pour tous, pour les familles, pour les personnes en situation de handicap, aide pour s'orienter et bien comprendre tout ce que les cités ont à nous proposer, et puis le dispositif de souvenirs. Je vous parlais en introduction de ce besoin d'innovation qui nous, pour nous, est là dans plein de domaines et dans plein de défis que l'on a à relever. Et là, voilà, nous avons 3 propositions pour vivre ces villes historiques différemment, pour les découvrir à un moment en posant aussi les outils numériques, posant la voiture, posant les outils numériques et prenant le temps de vraiment avoir une expérience d'immersion dans la cité et ses patrimoines, ou pour entretenir la notion de communauté et prolonger les visites et cette dimension réseau. Enfin, voilà, c'est 3 belles réponses à quelques défis, nous, qu'on a identifiés. Je vous remercie beaucoup, déjà l'équipe d'Atout France d'avoir organisé ce webinaire, hein, qui effectivement est aussi le fruit d'une écoute de ce que nous sommes et de nos propres besoins. Et à toutes les équipes qui ont participé, enfin aux 3 startups qui nous ont présenté leurs travaux, leurs recherches. Merci à vous. Et puis, plein d'idées pour donner suite à tout cela et se retrouver après autour de projets opérationnels dans les communes. Formidable. Ben, on espère que voilà, tout cela va faire plein de petits. Frédéric, on est ravis. Oui, Nicolas? Frédéric, bonjour à tous. Donc Nicolas Monco Bonjour, du Nicolas. ministère de la Culture. Simplement pour joindre les remerciements du ministère de la Culture à ceux de Laurent en direction des équipes d'Atout France. Bravo encore à vous et merci. Merci, c'est Merci. un grand plaisir pour nous et on est très honorés de travailler sur de si beaux projets avec vous. Et donc voilà, l'innovation en action sur le territoire. Donc on est à votre écoute. On se réjouit donc de continuer la collaboration. Certains d'entre vous seront peut-être à Vivatech ces jours-ci. En tout cas, on est aussi dans la préparation des rencontres partenariales d'Atout France du 3 au 5 juin, où on va retrouver certains de nos intervenants et aussi faire beaucoup de mise en relation avec nos bureaux internationaux et les acteurs de l'écosystème touristique français. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour un prochain webinaire Tourisme Innove le 6 juin. Sur le thème de l'accessibilité, où on aura l'occasion de découvrir encore 3 belles pépites. Voilà, merci à tous et à votre écoute. Désolée, on a un petit peu débordé, mais c'était vraiment passionnant, avec des présentations de grande qualité. Donc bravo et très belle fin de semaine, très bonne journée à tous. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir.